C'est au début des années 1850 que le chemin de fer arrive et s'installe à Nantes. Il permet de connecter plus rapidement la ville portuaire à la capitale, Paris. La représentation du chemin de fer ici nous vient deux fois. Elle représente le passage du chemin de fer à Nantes. Il s'agit d'une lithographie qui date de 1851. À l'arrière-plan, on y voit la bourse de Nantes, à la façade néoclassique, qui est un pôle du capitalisme modernisateur dans la ville. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'industrialisation et à l'accélération des transformations économiques et sociales en France. Comme d'habitude, et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu si ce contenu vous intéresse. Ça soutient la chaîne et ça me permet de me motiver simplement à faire d'autres contenus de vulgarisation. On va se demander quelles sont les mutations profondes que la France connaît entre 1848 et 1870. Partie 1, les transformations économiques. On arrive dans les années 1840, avec près de 5 décennies de retard sur le Royaume-Uni, la France, elle entame sa révolution industrielle. Même si l'eau et le bois restent longtemps des sources d'énergie très utilisées, le développement des mines de charbon et l'essor de la production de houille permettent l'implantation massive des machines à vapeur. La houille, c'est un type de charbon particulièrement efficace comme combustible. On met en place une mécanisation, donc en remplacement du travail manuel petit à petit par des machines, et le salariat se met aussi en place durant cette période. Le salariat, c'est le mode de rémunération du travail par le paiement d'un salaire. La consommation annuelle de quintaux en houille augmente énormément, et ce qui fait que la production annuelle augmente aussi. Le chemin de fer y est bien sûr pour quelque chose, mais toute l'industrie en fait se base vraiment sur cette nouvelle forme d'énergie utilisée et exploitée qui amène justement à une mécanisation globale. En effet, les usines se multiplient dans le nord et dans l'est du pays. Le travail à domicile, quant à lui, il décline. Je l'ai déjà dit, le salariat et la mécanisation vont finir par s'imposer. Les travailleurs vont désormais être soumis au rythme des machines et à une discipline imposée dans les ateliers et par les règlements ainsi que les contremaîtres. On a vraiment une réforme interne au mode salarial et au mode de travail dans les usines qui se met en place. Dans le textile, le secteur qui emploie le plus d'ouvriers, le coton est à la pointe du mouvement de la mécanisation. Dans la sidérurgie, on a une famille qui s'appelle la famille Wendel, qui va développer son activité à Hayange, en Moselle, et elle va concentrer mines, hauts fourneaux, ateliers de laminage, tandis que dans le Creusot, on a un certain Eugène Schneider, qui crée un centre de construction mécanique et d'armement qui va utiliser les techniques les plus modernes, comme les aciers spéciaux ou encore le marteau-pilon. L'État reste modernisateur, les mutations vont être encadrées et encouragées par ce dernier. Séduit par les idées saint-simoniennes de Saint-Simon, petite parenthèse, le saint-simonisme c'est un mouvement de pensée qui va préconiser l'avènement d'une société industrielle, favorisant le développement de la production, la circulation des hommes, celle des marchandises, et qui confie une place politique importante aux forces productives du pays. Napoléon III entend donc accompagner la modernisation du pays par une action volontariste. L'État facilite le développement du réseau ferroviaire, encourage les opérations d'aménagement des villes et des campagnes, et met en place un environnement juridique favorable à la croissance des entreprises. Sous sa direction, c'est la création des expositions universelles, comme celle de 1855 ou encore de 1867, qui vont être l'occasion d'exalter le progrès et la modernité, tout en promouvant le savoir-faire des entrepreneurs nationaux. Le traité de libre-échange, signé en janvier 1860 avec le Royaume-Uni, qui est la première puissance économique mondiale de l'époque, est perçu par l'empereur comme un moyen d'accélérer la modernisation et l'économie en libéralisant partiellement les échanges.
Si nombre d'entreprises sont encore dirigées par des héritiers et assises sur des capitaux familiaux, le Second Empire voit émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Ils vont transformer en profondeur le capitalisme national. Avec le crédit immobilier, fondé en 1852, les frères Perret révolutionnent le système de crédit et donnent le signal de la création de nombreuses banques de dépôt. Il y a par exemple le Crédit Lyonnais qui va être créé, celui d'Henri Germain en 1863, ou la Société Générale d'Eugène Schneider que j'ai cité plus tôt en 1864. Émile et Isaac Perret investissent dans de nombreux secteurs, tels que les transports, l'immobilier, l'assurance ou encore l'énergie. Mais cette multiplication d'investissements et de spéculations est parfois à l'origine de scandales retentissants. Ainsi en est-il par exemple pour la faillite spectaculaire du Crédit Immobilier en 1867. Partie 2. Les transformations sociales. Malgré l'entrée dans la première révolution industrielle, les campagnes occupent encore une place considérable dans l'économie et la société du Second Empire. Plus de 70% de la population française est encore rurale dans les années 1850. Le monde rural connaît alors un véritable âge d'or. L'État va favoriser son désenclavement et va soutenir l'assainissement et l'aménagement de nombreux terroirs, dans les Landes ou encore en Sologne. Napoléon III soutient le développement de la viticulture, notamment bordelaise. Nombreux propriétaires exploitants voient leur production, leur exportation, les revenus fortement progresser. La production agricole est quasiment multipliée par 2 sous le Second Empire. Mais cette prospérité, elle ne profite pas à la masse des ouvriers agricoles. Une partie de ces travailleurs de la terre décide de tenter sa chance en ville. Le Second Empire est alors marqué par le début de l'exode rural. C'est 130 000 départs par an en moyenne, direction les villes. De plus, le reflux de l'emploi agricole ne fait qu'augmenter. Le pays est tout de même en voie d'urbanisation. L'urbanisation va s'accélérer, mais le phénomène d'urbanisation reste cependant secondaire. La France passe de 9 millions de citadins en 1851 à 11,6 millions en 1866. L'essor des villes est d'abord favorisé par le développement industriel, comme celui de Saint-Étienne, où la population passe de 56 000 à 110 000 habitants entre 1851 et 1872. À Paris, Napoléon III charge le baron Georges-Eugène Haussmann, préfet de la Seine, de modifier en profondeur l'urbanisme de la cité, ce à partir de 1853. Pendant près de 20 ans, la capitale est en chantier au nom de l'hygiène, de l'esthétisme et de la sécurité. On crée de grands boulevards qui vont être percés par des places, qui vont être aussi dégagés. On met en place des perspectives, des espaces verts aménagés, des ponts, des gares ou des halles vont être édifiés. Tous ces travaux modifient en profondeur en fait la ville lumière. De nombreux habitats malsains vont être détruits, 30 000 en 1860. De nombreuses rues étroites et sinueuses vont être réduites aussi. Les quartiers insalubres vont être rasés et les ouvriers vont être chassés du centre-ville par la mise en place de loyers élevés du fait de toute cette rénovation. Et en fait, c'est tout ce principe haussmannien qu'on va retrouver énormément dans les villes coloniales, puis dans le reste des villes même de métropole, qui va être mis en place. L'objectif, c'est simple, avoir des espaces beaucoup plus aérés, de moins en moins d'habitats, avec notamment des éléments très resserrés. L'objectif est simple, éviter notamment la propagation de maladies, les pollutions et les mauvaises odeurs. Et puis rendre aussi les villes plus belles, c'est aussi un des éléments importants. Modèle de rénovation urbaine, l'haussmannisation touche, comme je l'ai dit, les grandes villes de province, Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore Lille. À l'âge industriel, les conditions de vie du monde ouvrier sont de plus en plus difficiles. À l'enfermement qu'occasionne le travail à l'usine s'ajoute la précarité de la vie quotidienne. Les revenus, étroitement dépendants de la conjoncture, restent faibles et la capacité d'épargne très limitée. Alors que le monde ouvrier s'organise et revendique sa participation pleine et entière à la vie politique, on a par exemple le Manifeste des 60 qui est publié en 1864, Napoléon III engage des réformes sociales. L'auteur de L'extinction du paupérisme en 1844 encourage le développement de mutuelles et autorise la grève par la loi du 25 mai 1864. L'une des grèves les plus importantes, c'est la grève du Creusot en janvier 1870. Eugène Schneider licencie 3 ouvriers dans ses usines et provoque l'arrêt du travail des métallurgistes. Rejoint petit à petit par les mineurs, les grévistes revendiquent un salaire de 5 francs la journée de 8 heures pour les mineurs et de 2,25 francs la journée de 8 heures pour les mineurs enfants. Schneider, qui en plus d'avoir son entreprise est le maire du Creusot et le président du corps législatif, fait appel à 3000 hommes de la troupe pour restaurer l'ordre et un procès de 25 grévistes est organisé. Le travail reprend après 23 jours de grève sans amélioration des conditions de travail. Ces grèves peuvent être donc violentes et certaines éclatent par exemple à la Ricamarie, près de Saint-Étienne, en juin 1869. Ou encore, comme je l'ai dit, au Creusot en 1870. Cette politique en direction du monde du travail ne parvient pas à pacifier les différentes relations sociales. Plusieurs notions importantes vont être à maîtriser
pour cette période-là, celle du capitalisme, l'organisation de l'économie qui repose sur la propriété privée des moyens de production et d'échange, la recherche du profit, mais aussi la libre concurrence. L'industrialisation, c'est le passage progressif d'une société à dominante agricole à une société à dominante industrielle et commerciale. Cette mutation s'accompagne de modifications économiques et sociales profondes. Elle n'est pas à confondre cependant l'industrialisation avec la révolution industrielle. C'est une notion en débat qui suppose une rupture brutale et un changement rapide des structures économiques et sociales. Le libéralisme économique aussi apparaît à ce moment-là, un système économique fondé sur les libertés économiques, limitation des règles imposées aux entrepreneurs sur le marché national et faiblesse ou absence de droits de douane sur les produits importés aux frontières. Et enfin l'urbanisation, la concentration croissante de la population en ville. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez appris énormément de choses sur cette industrialisation et sur l'accélération des transformations économiques et sociales en France, un sujet quand même assez complexe. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour les aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.